Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez. Et cette fois-ci, on se retrouve pour une petite vidéo chill, chit-chat, discussion, tranquille entre nous, pour faire le bilan de la toute dernière saison de The Mandalorian qui s'est terminée la semaine dernière, que l'on a suivi ensemble sur la chaîne par des petits shorts toutes les semaines. Donc si jamais vous voulez voir mes réactions épisode par épisode, ou si jamais vous n'avez pas encore terminé la série, que vous voulez pas être spoil, parce que dans cette vidéo nous allons spoil. Nous allons quand même parler de tous les épisodes, donc oui, il va y avoir un peu de spoil, même si je vais pas forcément rentrer ultra dans les détails. Si jamais vous n'avez pas terminé la série, suivez-la en ma compagnie par les petits shorts, et revenez me voir quand vous l'avez terminée. Si vous avez terminé cette saison 3, c'est le moment de faire le bilan ensemble. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, faites-vous un petit café, on se retrouve juste après. Alors, la saison 3 de The Mandalorian s'est donc terminée la semaine dernière. Cette saison 3 s'étendait sur 8 épisodes, comme d'habitude. C'était donc, comme vous vous en doutez, la 3e saison de cette série. Je sais, ça peut paraître étonnant. Et elle s'en est donc du chapitre 17 au chapitre 24, puisque les épisodes de The Mandalorian se suivent par chapitrage, et ce, depuis le début de la saison 1. Le premier épisode de cette saison 3 est sorti le 1er mars 2023. On était revenus ensemble dans une vidéo sur ma réaction à chaud sur ce premier épisode, ainsi que sur ma relation vis-à-vis de la saga qu'on n'avait pas encore suivi ensemble sur la chaîne. Donc si vous voulez savoir, est-ce que j'apprécie la saison 1, la saison 2, est-ce que j'apprécie bébé Yoda ou pas, est-ce que je l'appelle Grogu, quelles étaient mes attentes sur la saison également, tout ça c'est dans la première vidéo que vous avez déjà sur la chaîne. Là dans cette vidéo, on va répondre à ces attentes après la sortie du 8e et dernier épisode, le 19 avril 2023. On a donc retrouvé Din, aka le Mandalorien, aka Mando pour les intimes, accompagné de Grogu, aka bébé Yoda. Dans cette nouvelle saison, il s'était retrouvé entre la saison 2 et la saison 3. Si vous aviez tous bien suivi, à la fin de la saison 2, Grogu était récupéré pour continuer sa formation de Jedi loin de Din. Cependant, dans le livre de Boba Fett, que j'ai été obligée de regarder pour pouvoir suivre la chronologie de la série, et je ne suis pas très contente de cela, Disney, pas content du tout. Mais donc dans le livre de Boba Fett, Grogu faisait le choix de retourner vers Din, de ne pas terminer sa formation de Jedi et plutôt de devenir un jeune Mandalorien. C'est sur ces entrefaites que commence la saison 3 et le premier épisode ouvrait sur des enjeux assez confus et pas vraiment définis. On sait que Mando veut regagner la confiance de son groupe qui est une sorte de descendant de la Death Watch, mais la Death Watch n'existe plus vraiment, etc. mais qui est un groupe assez traditionnaliste mandalorien et que pour regagner leur confiance et refaire partie du groupe, il faut qu'ils se baignent dans les eaux vivantes de Mandalore parce que c'est la tradition pour se laver de ses péchés d'avoir enlevé son casque, puisqu'il a enlevé son casque et qu'il faut pas, c'est pas bien, on montre pas son visage. Cependant, la planète Mandalore est supposément empoisonnée et complètement détruite. Cela n'empêche pas Din de s'engager dans cette nouvelle mission et d'entraîner avec lui son jeune apprenti, plus ou moins adopté, qui est vaguement son fils mais pas trop, Grogu. Durant leur périple, ils vont croiser des pirates, de vieux amis qui ont réaménagé une planète qu'ils avaient plus ou moins libérée. Ils vont également retrouver une certaine Bo-Katan qui était l'ancienne chef des Nighthawk, qui a été abandonnée par son groupe et qui déprime toute seule dans son château d'Ex-Princesse de Mandalore. Et tout un ensemble d'autres protagonistes et espèces de mini-missions qui vont leur permettre potentiellement d'aboutir leur quête de se baigner dans ces fameuses eaux vivantes et de redécouvrir la planète Mandalore. Si j'utilise des termes comme potentiellement, des petits haussements de sourcils dubitatifs ainsi que des mouvements d'indécision, c'est parce que clairement les enjeux de la série n'étaient pas très définis à l'épisode 1 et ne le sont toujours pas très bien à la fin de celle-ci, c'est-à-dire après avoir vu l'épisode 8, mais ça nous y reviendrons dans la partie rythme et scénario. Je vous propose tout d'abord de revenir sur les visuels comme d'habitude. Alors au niveau de la direction artistique, on va d'abord revenir sur l'image. La saison 3 n'entre pas en rupture vraiment avec les saisons 1 et 2. On retrouve à peu près la même esthétique, très propre, très clean et très efficace, même si je trouve qu'elle commence un petit peu à devenir redondante. Si la première saison était vraiment très appréciable visuellement, elle est quand même déjà sortie il y a quelques années et ce serait cool d'avoir un petit peu d'innovation et d'un petit peu d'enrichissement de l'univers. Visuellement et au niveau de la photographie, c'est pas trop le cas, même si on a quelques petites fulgurances, je trouve, dans cette saison. On a notamment de très beaux combats aériens, on en avait déjà dans les saisons précédentes, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ici on en avait quelques-uns qui étaient vraiment super pertinents. Je pense en particulier au survol de planètes que j'ai trouvé vraiment très sympa et au détournement de certains vaisseaux de l'Empire que ça fait plaisir de revoir, même s'ils sont maintenant occupés par des Mandaloriens. D'une manière générale, tous les moments dans l'espace et tous les moments, on va dire, spatiaux et aériens sont plutôt bien faits. Ça, c'est des classiques du Star Wars et c'est des classiques qu'il ne faut pas rater et qui sont pour moi plutôt réussis dans la saison. C'est un petit peu pareil pour les découvertes des autres planètes. Si vous avez vu ma première vidéo ou si vous avez
avez vu toutes mes vidéos Star Wars d'une manière générale, moi ce que je veux quand on parle d'univers Star Wars, c'est voyager. Je veux faire du tourisme spatial, c'est mon truc, voilà. Donc découvrir de nouvelles planètes, c'est mon kiff. J'ai été largement satisfaite dans la série Andor. En soi, dans cette saison 3 de The Mandalorian, je trouve qu'on découvre pas autant de planètes qu'on a pu le faire dans la saison 2 notamment, mais j'ai quand même été relativement rassasiée. On retourne sur des planètes connues comme Coruscant notamment, qui nous proposent des décors assez beau, les rares décors qui sont visuellement totalement réussis d'ailleurs je trouve, notamment l'espèce de zone de dessaussage d'anciens vaisseaux de l'Empire que j'ai trouvé superbe visuellement et qui m'a fait beaucoup penser au jeu Fallen Order avec mon amour Cal Kestis. D'ailleurs il y a la suite qui sort, je pourrais pas y jouer parce que j'ai pas le temps, je déprime, voilà ça c'était la parenthèse. Mais donc en soi il y a quand même des moments qui sont assez beaux, sur Coruscant notamment. Les visuels de Mandalore je les ai trouvés hyper moches, je vais être claire avec vous, on va en reparler dans la partie effets spéciaux, mais il y a vraiment des moments où c'est vide et pas... Il manque ce côté physique, ce côté réel. Autant sur Coruscant, tout est numérique et pourtant t'as quand même l'impression d'y être. Autant il y a d'autres endroits où c'est un peu moins réussi, soyons honnêtes. Puis ensuite on découvre d'autres planète, on va dire, notamment la planète de l'épisode 6, qui est une sorte d'Alice au Pays des Merveilles sous bulle, on va en reparler, qui ne m'a pas convaincue, mais au moins en voyage, c'est déjà ça. Après voilà, en soi, la photographie de la saison 3 est très efficace, elle fait le taf, elle est toujours à la hauteur des 2 premières saisons, donc il n'y a pas une baisse de régime, mais il n'y a pas non plus une évolution ou une augmentation de la qualité de la série. C'est une bonne série, visuellement elle peut même rivaliser avec certains films qui sortent au cinéma, donc de ce côté-là, j'ai pas grand chose à dire, mais je vais pas non plus vous dire que j'ai été extatique devant certains visuels, à part peut-être la scène des flammes dans l'épisode 8 et toute l'iconographie qui a été développée autour de l'antagoniste que j'ai trouvé assez stylé, même si très classique de Star Wars. Le noir laqué à la Dark Vador, moi j'aime bien, voilà, des petits reflets de sabre rouge, j'adore. Il y a certains costumes, il y a certains moments qui ressortent, mais bon, j'étais pas non plus extatique, voilà. Et si on revient sur les effets spéciaux, c'est là que j'ai plus d'hésitation. En soi, là encore, les effets spéciaux sont très bons, on est toujours sur ce système d'écran LED géant qui entoure une partie du plateau, où en fait, il ne tourne pas sur fond vert, il tourne sur cette espèce d'écran LED où sont projetés les environnements et où les personnages évoluent dans l'environnement. Je maîtrise pas trop le vocabulaire des effets spéciaux, vous le savez, et je vais pas prétendre connaître ces technologies qui me dépassent totalement, mais c'est censé donner plus de tangibilité parce qu'en soi, il tourne pas sur des fonds verts et ensuite c'est ajouté en post-prod, il tourne directement dans les environnements donnés et les images sont supposées avoir plus de corps. En soi, c'était super impressionnant quand la saison 1 est sortie. Maintenant, cette technologie, elle s'est largement démocratisée. On l'a vu notamment sur certaines productions Netflix comme 1899. Et je trouve que ce serait cool qu'ils profitent de cette saga Mandalorian qui a lancé cette technologie pour essayer peut-être d'aller plus loin dans la démarche. Et c'est là que je vous dis par exemple, les décors de Mandalore, je les ai trouvés un peu fades et surtout plat. Il manquait de profondeur et je me demande si c'est pas du fait de cette projection LED. Parce que du coup, dans les décors de Mandalore, on a un horizon qui est très large, qui est assez immense d'ailleurs, puisque on a cette planète qui est entièrement détruite avec comme décor quelques cristaux comme ça qui se relèvent, mais en soi j'ai quand même trouvé qu'il y avait des moments où ça manquait de profondeur, et il y a des moments où c'est encore pire. La scène de jetpack de l'épisode 8, où il y a les jetpacks, les méchants Stormtroopers à armure mandalorienne qui combattent les gentils mandaloriens à armure mandalorienne, voilà, vous voyez cette scène, bah le moment où les deux se mélangent, c'est pas beau, ils ont des positions, on voit qu'ils sont suspendus par des câbles, on voit où sont leurs jambes, etc. Ça fait pas du tout fluide et je pense que peut-être ils pourraient retravailler ce côté-là, parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a des moments où... Alors oui, c'est une série, mais c'est pas parce que c'est une série qu'on peut se permettre de faire mal. D'autant plus que la série The Mandalorian, c'est une série qui s'est fait connaître à la base dans sa saison 1 pour la qualité de ses effets spéciaux et son innovation technique. J'aimerais qu'ils restent dans l'esprit de l'innovation technique et j'aimerais qu'ils poussent leur technologie et qu'ils poussent leur truc au lieu de rester sur leurs acquis. Vous allez dire que je pinaille et que je râle pour rien, peut-être, mais j'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus loin. Et alors en plus, à côté, ils nous ont fait des personnages numériques qui sont moches. Nous avons tout d'abord Davy Jones de l'espace, qui est littéralement un singe recouvert d'algues, qui est un pirate singe recouvert d'algues. C'est pas beau. Et en plus, ça fait très Disney film pour enfants. C'est non. Je dis c'est non. Nous avons l'épisode 6 dont je vous ai déjà parlé, où certes on visite une nouvelle planète, mais ils nous ont fait des espèces de costumes et des espèces d'effets spéciaux Alice au Pays des Merveilles de l'espace. C'est non les gars. Visuellement, ça n'entre pas en cohérence avec l'univers. Alors je suis d'accord, chaque planète a sa propre identité, mais on est quand même sur un univers assez sérieux, qui peut même parfois être assez sombre dans l'univers de The Mandalorian et d'une manière générale dans l'univers Star Wars, et cette espèce de ton pseudo-léger qu'ils ont eu dans certains épisodes qui sont les fameux épisodes filler dont on parlera un peu plus loin. J'ai pas trouvé ça cohérent par rapport à l'ambiance de la série, et en plus, ce sont des épisodes où les effets spéciaux sont de moins bonne qualité. Le moment où il joue au croquet comme la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, c'est pas possible, c'est pas joli, ça va pas. Dernier point, bébé Yoda, il y a que moi que ça fait bizarre quand il marche.
Je sais pas, hein, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve ça très très cool. Par contre, à l'inverse, au niveau effets spéciaux, parce qu'il faut aussi dire les trucs positifs, je trouve ça très très cool qu'ils aient gardé des costumes qui soient des vrais costumes et qui fassent réel, même si ils font peut-être un peu imparfaits à l'image. Dans les premiers Star Wars, tous les costumes, il n'y avait pas tous les effets numériques qu'on a aujourd'hui, les costumes étaient vrais, les têtes de calamars et autres pinces de machin de la flotte et autres aliens un peu chelous existaient réellement, c'était des costumes qui étaient portés par des acteurs. Le fait que ça existe encore à l'image dans la saga et que ça se fasse en continuité de la saga originale, je trouve ça génialissime, comme le fait qu'ils aient gardé les petites disquettes qui sont complètement débiles, et on voit à quel point ils n'ont pas prévu le wifi à l'époque, c'est très drôle de voir que dans les années 80, ils ont pas du tout conceptualisé qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire le wifi. Ils se battent tous avec des disquettes et des espèces de disques à lire, là c'est trop mignon. Le fait que d'un côté ils gardent cette tangibilité de certains costumes qui sont portés par des vrais acteurs, et Baby Yoda notamment, on voit que c'est un objet physique existant. Alors certes c'est pas parfait du coup sur ses déplacements, mais au moins c'est un objet physique existant, et qui confronte ça au singe de l'espace 100% numérique, je sais pas moi, non, ça va pas. Ça manque de cohérence en fait. Et du coup ça rend quelque chose d'assez inégal. On est inégal au niveau des visuels parce que des fois on a de très très belles fulgurances visuelles et à côté on va avoir des plans qui sont pas forcément très beaux. On est inégal au niveau des effets spéciaux parce qu'on va avoir de très très beaux moments qui sont numériquement faits, notamment l'épisode 3 qui se passe à Coruscant qui est sublime visuellement. On va avoir des costumes qui sont dans la ligne droite, des costumes réels et existants et qui font tangible à l'image, et à côté des insertions numériques qui sont pas belles du tout comme le singe. On est inégal, et vous allez voir que ce côté inégal on le garde sur tous les aspects de la saison. Sauf pour celui dont on va parler maintenant, la musique. Là pour le coup, la musique, j'ai pas grand chose à dire. Je trouvais que la bande sonore était dans la ligne droite des deux premières saisons. On garde les thèmes iconiques des personnages. Le thème de Din qui fait hyper plaisir à l'oreille, que je trouve extrêmement bien trouvé. Il garde les mêmes sonorités mais il remixe un petit peu pour le thème d'une manière générale de tous les Mandaloriens, et je trouve ça super cool. Bo-Katan a aussi un thème qui se détache. Les ambiances musicales des différentes planètes sont très très cool. À part peut-être le moment quand ils sont dans la base de la Nouvelle République où on a une ambiance un petit peu plus kunchi, un petit peu plus moderne et un petit peu plus qui ressemble à notre musique à nous plus qu'à la musique de l'univers Star Wars. Franchement pour moi musicalement c'est un sans faute. Les musiques sont immersives, elles correspondent très très bien à l'ambiance Star Wars, elles correspondent très très bien aux différents personnages, on est en cohérence avec les musiques des premières saisons, ça c'est du très très bon boulot. Je trouve que honnêtement au niveau sonore, c'est du très très bon boulot. Et en restant sur l'aspect sonore, j'ai regardé mes épisodes tantôt en VF, tantôt en VO pour alterner et voir un petit peu. C'est ce que je fais, vous le savez, quand je suis des séries pour la chaîne. Et je trouve honnêtement que les deux versions passent très très bien. Petit plaisir supplémentaire sur la VO parce que la voix de Pedro Pascal auquel je me suis habituée avec The Last of Us, voilà, ça fait plaisir de l'entendre, soyez honnêtes. Mais d'une manière générale, honnêtement, je trouve que le doublage est super clean et il y a rien à dire dessus. Alors peut-être que les correspondances de phrases sont pas parfaites entre tous les épisodes. Je vous avoue que j'ai pas re-regardé chaque scène les unes après les autres pour voir si c'était correspondant. Très sincèrement, sur les 2-3 épisodes que j'ai vus en français entièrement, ça passe super bien, rien à dire de ce côté-là. J'ai plus de choses à dire sur le développement de personnages parce que c'est vraiment un arc très important pour une série où on a deux personnages centraux qui sont Din et Grogu qu'on connaît déjà depuis 2 saisons, on a des personnages secondaires qu'on connaît également depuis plusieurs saisons maintenant, ou du moins qui pour certains ont déjà fait des apparitions. Et en soi, quand t'es dans un univers que tu connais déjà, des personnages que t'as déjà rencontrés, leur développement sur le temps long, c'est un vrai enjeu. Voir comment les sentiments, les émotions, les réactions, etc. de Din et de Grogu qu'on connaît déjà depuis un moment, qu'on suit déjà depuis un moment, vont évoluer, c'est vraiment extrêmement important pour garder une cohérence par rapport aux 2 premières saisons et garder aussi l'intérêt du public pour leurs aventures, parce que c'est quand même l'histoire de leurs aventures, même si vous allez le voir, c'est pas forcément eux les personnages centraux de la saison 3. Alors au niveau de Grogu, pas beaucoup de développement à vrai dire, à part peut-être le flashback qu'il y a dans l'épisode 4 où on voit un petit peu ce qui s'est passé lorsqu'il s'est enfui de Coruscant. Honnêtement, pas grand chose de plus. Entre le premier épisode et le 8e épisode, il n'y a pas beaucoup de changements pour monsieur le petit Grogu qui grandit pas très vite. Lui, on le comprend, a envie de devenir un Mandalorien comme son papa adoptif, pas adoptif, mais adoptif un peu à partir de l'épisode 8, Din. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'évolution, même au niveau de ses pouvoirs. En soi, c'est toujours plus ou moins les mêmes, c'est juste que comme on les voit pas souvent, on n'est pas habitué. Mais dans l'absolu, il n'y a pas beaucoup de progression pour lui. Et alors c'est pareil pour Din, ce qui est très problématique parce que c'est quand même lui le centre de notre aventure. Din, il est vachement passé au second plan dans cette saison, au profit de Bo-Katan, on va en parler. Du coup, il évolue pas du tout en fait. Il reste sur un statu quo de l'épisode 1 à l'épisode 8, où là encore, ils nous font le vrai faux reveal de « Je souhaite adopter Grogu ». Mais frère, t'es déjà son père depuis la saison 1. Je veux dire, c'est admis par tout le monde. C'est peut-être pas écrit à la mairie, mais tout le monde te considère déjà comme son père. Pourquoi? D'où ça sort de l'épisode?
C'est censé être un reveal, ça! C'est censé être une évolution de personnage que le mec se considère enfin comme son père, mais c'est son père! C'est juste qu'ils avaient pas dit les mots, c'est tout! Donc non, je considère pas ça comme de l'évolution de personnage, et c'est un peu faible pour le héros de la saga! Et niveau faiblesse, je vous parle même pas des antagonistes! Oh, le singe de l'espace, il est même pas développé. On a rien compris, il est apparu dans 3 épisodes, c'est censé être l'enjeu qui nous est déposé à l'épisode 1, après il disparaît, il revient un peu plus tard, vite expédié, il sert à rien, laissez tomber. De toute façon, il avait une gueule chelou, donc bon, bref. Mais on a quand même THE antagoniste, qui est en espèce de filigrane tout le long de la saison 3, qui est Moff Gideon, et alors Moff Gideon, bah développement de personnage, 0. Rien. Il est méchant. Il a des projets de méchants, il a un groupe de méchants, il a des assistants méchants. L'assistante de Moff Gideon, 0 développement de personnage. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait un potentiel de malade dans l'épisode 3. Meilleur épisode de la saison par ailleurs. Mais vraiment, elle avait un gros potentiel. En plus, l'actrice joue plutôt bien, je trouve. Et non, 0 développement. Au niveau antagoniste, c'est nada, Kutchi, 0 pointé. Ils sont juste méchants. Et ils sont là pour opposer une résistance. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de résistance, c'est juste l'histoire de Mando et Grogu. Il retourne sur Mandalore, il n'y a pas de poison et tout va bien. Voilà. Ils ont vraiment juste mis un antagoniste pour qu'il y ait des combats. Mais ils ont pas du tout développé leurs propos, et c'est super dommage parce qu'il y a un potentiel de ouf, mais ils en profitent pas. Quand on y pense, le Mandalorien avec l'armure lourde là et le gros équipement, il est presque plus développé et plus intéressant que Moff Gideon, qui est censé être le méchant. C'est quand même assez triste. Et en soi, ce Mandalorien là, je sais pas comment il s'appelle, c'est honteux, il a probablement un nom le pauvre, bon, comme il a pas de visage c'est compliqué aussi. Ce Mandalorien là, c'est limite un des personnages secondaires les plus importants alors qu'il a pas vraiment un rôle de ouf, mais entre l'histoire avec son fils, le sacrifice et le fait qu'il se met toujours en avant et que c'est un peu genre l'acolyte principal et que c'est le seul qui a un gros gun, je sais pas pourquoi il y a que lui qui aime les gros guns, il est mieux développé que la moitié des personnages importants de l'histoire, c'est quand même dommage. Enfin bon bref. N'empêche qu'il y a quand même un personnage qui est très très bien développé et qui du coup gagne en intérêt dans cette saison, c'est Bo-Katan, et c'est pour ça que tout le long de mes avis rapides, je vous ai dit que c'était pas The Mandalorian, c'est The Bo-Katan Show cette saison 3, parce que tout est centré sur elle. Alors en soi ça fait plaisir parce que je trouve que son développement de personnage pour le coup est intéressant, même s'il est un peu faible. J'aurais aimé qu'elle nous parle plus de sa famille, qu'elle nous parle plus de sa relation à Mandalore, et qu'elle nous parle plus du fait que c'est une princesse Disney la meuf quand même, c'est l'héritière d'une famille royale, et elle appartient à Disney, donc voilà, c'est quand même une nouvelle princesse Disney, ça vaut le détour, et c'est elle le personnage central de la série, donc en soi du coup c'est elle qui a le plus de scènes badass, c'est elle qui a le meilleur développement, mais c'est pas encore un développement de personnage qui est vraiment parfait. C'est vrai qu'au niveau de développement de personnage, je suis restée un petit peu sur ma faim. Après, c'est pas surprenant quand on sait que la série ne prend le temps de s'occuper de sa trame principale que d'un épisode sur 2. Donc au final, pour développer ces personnages, on avait 4 épisodes au lieu de 8. Parce que oui, on en arrive à la partie de la gestion du rythme. C'est une gestion du rythme absolument catastrophique. C'est bipolaire, voilà. C'est-à-dire qu'un épisode sur 2, c'est bien, c'est très bien, ça fait avancer le schmilblick, on pose quelques points. Alors sur les enjeux, on n'est pas exceptionnellement excellent, mais bon, vu qu'on a 3 fois moins de temps pour développer nos enjeux, bah forcément ça rush un peu. Un épisode sur 2, ça va, et un épisode sur 2, c'est un filler qui sert à rien, une histoire inutile où on met vaguement 3-4 pauvres trucs, 3-4 pauvres petites miettes comme ça en mode ah regardez si c'est toujours la même histoire. Mais qu'est-ce qui leur a pris? T'as 4 épisodes qui font avancer l'histoire et 4 épisodes qui servent à rien. Limite, tu ne peux regarder que la moitié de la saison. Soit, si tu ne regardes que l'épisode 1, l'épisode 3, l'épisode 5 et l'épisode 7, tu t'en sors à peu près. Hein. Donc j'exagère, tu peux regarder le 8 aussi parce qu'il clôture un peu la saison, et en soi, le 5 est moyennement utile. Dans l'absolu, j'ai pas du tout compris cette construction rythmique qu'ils nous ont proposée. C'est hyper déstabilisant au visionnage. Du coup, une semaine sur 2, t'es déçu, ce qui est un peu embêtant, quand même. On n'avance pas du tout sur les enjeux, qui est un énorme problème de cette saison. Je posais la question des enjeux au début de la saison 3, parce que justement, comme Mando et Grogu, ils ont déjà un peu abouti leur quête, je savais pas trop dans quoi ils allaient se lancer, bah au final j'ai l'impression que eux-mêmes ils savaient pas trop dans quoi ils allaient se lancer, puisque un épisode sur 2 ils font un truc à côté histoire de gagner du temps, t'as vraiment l'impression qu'ils gagnent du temps, alors que en soi, leur ligne scénaristique, si tu suis d'un épisode sur 2, donc si tu fais épisode 1, épisode 3, épisode 5, épisode 7, il y a une ligne scénaristique qui peut être intéressante, c'est juste que comme elle est ultra rushée à chaque épisode, où enfin on rentre dans le sujet, bah du coup c'est speedé à des moments et t'as d'autres moments t'es là t'attends en mode vous savez avec la musique d'ascenseur en mode bon apparemment c'est un épisode qui sert à rien, allez à la semaine prochaine. Tu le regardes parce que c'est des micros aventures, c'est des espèces de quêtes annexes, mais pourquoi s'embêter à faire des quêtes annexes alors que du coup à côté tu te retrouves à rusher les trucs importants?
En fait, on dirait presque qu'il y a deux équipes différentes qui ont bossé sur cette série. Une équipe qui a bossé sur les épisodes pairs et une équipe qui a bossé sur les épisodes impairs, avec des scénarios différents et en plus aussi avec des équipes de gestion des effets spéciaux différents, parce que les belles scènes, les beaux effets spéciaux, c'est plutôt dans les épisodes impairs, ces fameux épisodes qui font avancer le schmilblick, alors que les trucs un peu ratés, les designs bizarres, les Alice au Pays des Merveilles et autres Pirates des Caraïbes de l'espace, ça c'est dans les épisodes filler chelous. Je ne comprends pas comment ils en sont arrivés à cette répartition extrêmement absurde du rythme. Quand je vous dis que la série est inégale, c'est même plus être inégale entre les épisodes, c'est de la bipolarité. Une semaine sur deux, on n'avait pas la même personnalité. On n'avait pas l'impression d'avoir affaire à la même série. C'est quand même dramatique. Et c'est d'autant plus dramatique que le scénario, dans l'absolu, quand tu cherches bien, que tu fouilles, que tu remontes dans ta mémoire, il y avait des idées. Franchement, il y avait du potentiel dans ce scénario. Le retour de Moff Gideon, l'espèce de petit complot secret à Coruscant, l'épisode 3 qui est absolument excellent, qui est pour moi le meilleur épisode de la saison. Franchement, quand j'ai vu l'épisode 3, j'avais des pépites dans les yeux. Je retrouvais un petit peu l'ambiance Andorre, complot, arrière-boutique de la résistance, arrière-boutique de l'Empire qui essaye de revenir. C'était super cool. C'était super cool. L'idée derrière, elle est super cool. L'espèce de délire à la projet Paperclip où tu récupères les scientifiques du camp adverse en espérant qu'ils se mettent de ton côté, où tu fais des espèces de groupes où tu dématrixes les gens mais que dedans il y a des agents infiltrés qui en fait travaillent toujours pour l'Empire. C'est génial. C'est génial. Pourquoi c'est sous-exploité? Pourquoi? En plus, le lien qui nous est révélé dans l'épisode 3 avec Mandalore est juste trop cool. Les armures de Stormtrooper mandalorien, j'adore. Moff Gideon en quasi-héritier de Dark Vador, le mec a pas du tout le melon comme as, je kiffe. Pourquoi avoir gâché cette excellente idée en me foutant au milieu une quête annexe de merde sur une planète pourrie avec des méchants robots que tu cognes là comme si c'était des bots et une meuf qui joue au croquet? Pourquoi? Je suis énervée. Ça y est, je suis énervée parce que je comprends pas l'intérêt du truc. Il y avait tellement de matière à travailler pour insinuer des enjeux tout le long de chaque épisode, pour que chaque semaine on se retrouve pour faire des théories, qui est le plaisir de suivre une série épisode par épisode, surtout dans l'univers de Star Wars, faire des théories, échanger avec d'autres fans. Oh, t'as vu à un moment, il y a tel sabre ou il y a tel machin dans la lumière ou dans l'ombre, j'ai vu tel personnage peut-être qui collabore avec machin. Et non, eux, ils ont perdu du temps, ils ont perdu la moitié du temps de la saison à faire du vadrouillage inutile dans l'espace. Je veux dire, et en plus, leur vadrouillage inutile dans l'espace crée des incohérences. Que sont devenus les orphelins Piaf? Vous êtes-vous posé cette question? Les petits Piaf, là, ils ont tué la mère des Piaf pour récupérer le fils du mec gros porteur. Que sont devenus les orphelins Piaf? Ils se prennent la peine de les ramener dans l'avion, l'épisode d'après, ils ont disparu. Ils sont où? Pourquoi Grogu, il a besoin d'une armure, alors que il peut littéralement voler grâce à la force? Je me questionne. À part juste pour donner une sorte de résolution à la quête annexe chelou, ils ont essayé de réparer le robot mais ils ont pas réussi, mais en fait oui, mais en fait non. Ça sert à rien, c'est tournicote dans le pot et y a rien qui avance. Comment c'est possible que le mec réussisse à sortir de la stratosphère avec son jetpack dans l'épisode 7 quand il va chercher de l'aide? Est-ce que c'est pas juste une envie de donner de l'importance à un personnage archi-secondaire dont tout le monde se fout, mais parce que du coup, comme ils ont fait une quête, littéralement une quête entière pour pouvoir aller chercher ce mec-là et qu'il y a eu un combat en mode c'est moi le chef, c'est toi le chef, non c'est moi le chef, du coup il fallait lui donner un peu d'importance. Leur système débile de division des épisodes en deux, de division de l'histoire en deux, avec la quête principale qui prend des espèces de chemins détournés pour essayer de vaguement gagner du temps alors qu'ils ont assez d'enjeux pour nous faire une saison en 10 épisodes, conduit à des incohérences qui alourdissent l'histoire, alourdissent la cohérence même du récit, alors qu'en soi, il y avait une bonne idée derrière. Et ça, c'est très agaçant. Parce que du coup, malheureusement, je peux pas vous dire « Oh, j'ai adoré cette saison, c'était génial ». Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette saison était très inégale. Et on en arrive à mon bilan. Et mon bilan, ça va être juste le résumé de ça. La saison pêche de par une bipolarité sur les choix qui sont faits au niveau scénaristique, au niveau rythmique, au niveau costume, au niveau effets spéciaux et au niveau décor. On a quelques très très bons épisodes, quelques très très bons moments. Visuellement, il y a des moments qui sont super beaux. Dans l'épisode 8, tous les visuels qui tournent autour de Moff Gideon sont super. La scène avec les boucliers, elle est super. Dans l'épisode 7, les scènes aériennes sont cool, les survols sont cool. L'épisode 3 est à se damner tellement il est génial au niveau distribution des enjeux et réflexion sur l'univers et apport sur l'espèce de géopolitique de la Nouvelle République. C'est cool. Pourquoi vous avez gâché ça avec des idées qui sortent complètement du chapeau du lutin, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick? Et pourquoi une semaine sur deux, je me suis ennuyée? Quel intérêt vous avez à faire ça? Quand tu regardes avec le recul, la première saison était vraiment très cohérente, la deuxième saison commençait un peu traîner la patte, mais c'est vrai que dans son ensemble elle était aussi très cohérente. Cette saison, c'est la première à être profondément incohérente dans la façon dont elle est construite, que ce soit au niveau scénaristique, au niveau développement de personnages et au niveau de la répartition du rythme. Et en soi, je trouve ça très décevant. Je vais pas dire que j'ai pas aimé la saison 3 parce que franchement, il y a des trucs que j'ai trouvé hyper cool et
J'aimerais qu'ils aient laissé des portes ouvertes à la fin du 8e épisode. Là, je trouve que le 8e épisode sonne un petit peu comme une fin. C'est presque inquiétant vu qu'ils sont supposés avoir prévu 2 saisons de plus, mais bref. Donc j'aimerais qu'ils aient laissé des portes ouvertes autour de Moff Gideon, autour du coup de ce qui se passe sur Coruscant, autour de l'opération Paperclip là des scientifiques. J'aimerais qu'ils aient laissé des portes ouvertes sur ça parce que je trouve les questionnements qui sont posés et la vision qui est donnée de la Nouvelle République extrêmement intéressante, mais j'ai quand même été déçue parce qu'avec le recul, on se rend compte à quel point la série est mal construite, mal ficelée, et c'est très dommage parce que le potentiel est énorme. Donc en soi, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez déjà regardé la saison et qu'on en discute ensemble. Si jamais vous n'avez pas vu la saison et que vous avez regardé la vidéo parce que ça vous dérange pas d'être spoilé, je vous recommande quand même de regarder la série parce qu'on apprend des nouvelles choses sur l'univers de Star Wars et notamment sur la Nouvelle République qui sont très cool. Et en soi, la relation entre Din et Grogu est toujours mignonne, Bo-Katan est charismatique, il se passe 2-3 petits trucs, mais par contre, préparez-vous au moins un épisode sur 2 à vous demander ce que vous foutez là. Et ça, il faut le dire, c'est très légèrement regrettable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bilan sur la saison 3 de The Mandalorian jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire si vous avez aimé la saison ou pas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On peut bien évidemment et heureusement être en désaccord, tout en restant respectueux, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis sur la saison en commentaire, dites-moi si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu. Je vous avais prévenu, la vidéo était spoilante, donc s'il y a des gens qui n'avaient pas vu la saison, vous en savez quand même beaucoup maintenant sur cette saison 3 de The Mandalorian, dites-moi si peut-être je vous ai donné envie de la découvrir. Il y a des trucs qui sont cool dedans, donc dans l'absolu c'est pas un raté total, c'est juste complètement bipolaire au niveau de la construction du truc. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, vous pouvez la récompenser d'un petit like, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, vous abonner juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra d'être prévenu des futures sorties de vidéos. J'ai hâte qu'on se retrouve pour suivre la prochaine série Star Wars ensemble, mais on suit pas seulement de séries Star Wars sur la chaîne, là je vais commencer la série Citadel sur Prime Video, donc si ça vous dit, on va probablement la suivre ensemble chaque semaine. Évidemment des séries Marvel qui vont arriver très bientôt sur Disney+, on les suivra ensemble également, donc on a de quoi faire. Mais pour le moment, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, un binge-watch de la saison 3 de The Mandalorian, ou juste un visionnage un épisode sur 2, franchement. Surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Pas de tenue thématique aujourd'hui, parce que j'ai pas de tenue thématique pour du Mandalorian, et parce que je peux pas en faire à chaque fois, ce serait juste pas possible. J'ai clairement pas assez de cosplay pour ça. Normal, un petit peu metal style. Voilà. Bref, c'est pas trop la question, c'est pas le sujet. Nous sommes là pour parler de The Mandalorian et faire un petit bilan en mode chit-chat chill sur la saison 3. Petit café, et on est parti. Toi, tu viens au milieu, ça va. J'ai acheté du café trop fort et... Ah, ça me... pour le coup, c'est même plus que ça réveille, c'est... Let's go. Et je pense que vous voyez de laquelle je parle. Et tout un tas d'autres. Je vais pas non plus vous dire que j'ai été ébloutifiée là-dedans l'espace, ils retournent sur leur planète, c'est pas empoisonné. Voilà, donc tournage dans le pot là. Donc la vidéo elle dure 36 minutes, bon soit c'est pas un record absolu, mais généralement pour les bilans j'ai pas autant de choses à dire. Mais là j'étais énervée, il fallait que ça sorte. J'ai mis en place un système cathartique là, parce qu'en soi j'ai pas détesté la série du tout, mais il y a des frustrations qui sont nées tout au long des épisodes et c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux et c'est un peu triste que ce soit aussi pas beaucoup mieux. Bah écoutez, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette post-générique. Je vous remercie d'avoir regardé cette scène post-générique, je ne sais plus parler, c'est horrible. Moi, faut que j'y aille, voilà. Il faut que je m'occupe de la chaîne secondaire parce que j'ai complètement zappé de... J'étais tellement prise par mon projet Evil Dead que j'ai complètement zappé de télécharger, de cutter le live de dimanche, donc j'ai 2 jours de retard. 3 même, enfin 2 jours puisque la vidéo sortira aujourd'hui mercredi. Si jamais vous ne suivez pas les lives, tous les dimanches soirs je fais des lives sur les actus, les sorties cinéma tout d'abord, mais aussi les sorties streaming de la semaine, donc voilà, comme ça on fait le point ensemble sur ce qu'on va regarder dans la semaine. Live, je les cut par morceaux, donc les sorties ciné, les sorties Disney+, les sorties Prime Video, les sorties Netflix, les sorties Canal+, et je les mets en ligne sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne secondaire, je vous encourage à y aller, et vous pouvez voir un petit peu ces petites vidéos actus. C'est des vidéos beaucoup plus chill que les vidéos, elles sont pas cutées, c'est beaucoup plus, on va dire comme une conversation. Je discute avec le chat, donc si vous êtes libre le dimanche soir, vous pouvez venir chatter avec nous. Et voilà. Voilà, c'est tout. Je vous embête pas plus.